Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Enfoncé au creux de la terre, au creux de la guerre, Alban de Villecotte à cet instant se résume à un seul geste, modeste mais impérieux, écrire. Un geste de survie qui, par sa méthode, sa détermination, son obstination folle à s'accomplir, annule la mort qui le cerne, la renverse comme le négatif renverse les territoires respectifs de l'ombre et de la lumière, un geste qui transfigure cette anfractuosité glaciale, crasseuse et inconfortable pour en faire le royaume d'un homme qui aime. Ceci, on le trouve dans L'odeur de la forêt, c'est publié chez Arléa, c'est signé Hélène Genstern, qu'on a déjà reçu dans cette émission. Hélène Genstern qui met en scène et en narration Elisabeth Báthory, qui est une historienne de la photographie. Et c'est un texte extrêmement dense qui questionne l'histoire et qui questionne la manière dont une photographie, dont une correspondance peut dire l'histoire, que ce soit celle de la première ou celle de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un conseil de lecture, puisque c'est une rentrée littéraire, nous allons dans le poncif. Et écrire, justement, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec nos deux invités, Gila Lustiger et Emmanuelle Venet. L'une est romancière, l'autre est aussi psychiatre. Mais on y revient dans une seconde. Je voulais également vous conseiller ceci. Ça a été publié cette année chez Cambourakis. Ce sont les lettres à Vera de Karel Čapek. Čapek est un auteur tchèque qui a notamment écrit une pièce de théâtre en 1921 qui s'appelait RUR et qui a donné le mot robot. Mais au-delà de ça, et vous aurez tout sur le site de l'émission, ces lettres, cette correspondance, de la même manière que dans le texte d'Hélène Gestern, est étonnante dans ce qu'elle dit de l'amour. Desmotsdeminuit.fr, accessoirement, c'est le numéro 538. C'est le début de la saison 2016-2017. En voici le sommaire. Vouloir savoir, la pulsion est première, les vérités innombrables. Dans Marcher droit, tourner rond, l'homme qui monologue est autiste Asperger et asociognosique. Sa grand-mère est morte, on l'enterre, on l'encense, et il n'y a là pour lui que menterie. Texte dense, addictif, précis comme une singularité, signé par un romancier dont l'autre versant est la psychiatrie. Vouloir savoir, l'investigation peut être cash et journalistique, surtout quand délibérément l'industrie laisse mourir ses ouvriers. Gila Lustiger ou Gila Lustiger, c'est selon, écrit en allemand et vit en France. Les Insatiables est un roman qui rend résistible le néolibéralisme triomphant. Marc Rapaport est sur l'affaire, son enquête impitoyable pour certains milieux. Musique dans des mots avec Kazé, née à Rouen, rappeuse et révoltée. On le serait à moins. Regardons autour de nous. Il suffit de vouloir savoir. Des mots de minuit, numéro 538. Gila Lustiger et Emmanuelle Venet, par rapport à ce que disait Gestern tout à l'heure de cet homme qui est dans une tranchée et dont une photographie montre qu'il est en train d'écrire et que dans cet acte d'écrire, il y a son identité et sa vie. Si je dis son identité et sa vie, c'est parce que dans les deux textes dont on va parler maintenant avec vous, il est question de ça, de l'identité et de la vie, enfin, de ce qui fait qu'on peut avancer. Alors, pourquoi est-ce que vous écrivez l'un et l'autre ? La galanterie. Oui. Non, mais je veux dire, quelle est cette nécessité d'un mot ? Enfin, la question est tellement convenue que... C'est malgré tout très mystérieux, même si elle la réponse est est aussi elle est toujours sans réponse. assez convenue. Je dirais j'ai la représentation d'un monde un peu labyrinthique et que l'écriture permet de trouver des chemins,
d'éclairer des chemins, ou peut-être de modifier des paysages, au moins des paysages internes. On y reviendra peut-être avec mon personnage. Alors qui a un justement, peu cette quand je dis vous, pourquoi est-ce que vous écrivez et vous racontez un individu qui est autiste Asperger, et donc la question de l'identité, notamment de l'identité sociale, est posée. Pour vous, Gilles, même chose, la question de l'identité d'une société, l'identité d'un pays, la morale, etc. Mais l'identité aussi, en ce qui vous concerne, c'est juif, allemand, ou allemande et juive, etc. Ça, on en parlera dans votre parcours. Mais écrire. Moi, c'est très simple. J'écris pour comprendre le monde. Je dois mettre entre moi et le monde. D'abord, je le regarde. On va en parler là aussi. Je le regarde avec beaucoup de précision. Et puis après, pour le comprendre, je dois mettre entre moi et le monde ma table de travail. Je dois avoir cette distance-là. Je dois traduire ce que j'ai vécu ou ce que je ressens en mots. Et pas n'importe quelle langue, mais en allemand. Ça fait presque 30 ans que je vis ici, mais ma langue, qui n'est pas ma langue maternelle, parce que ma mère est israélienne et mon père est d'origine polonaise. Mon père a appris l'allemand dans les camps. Donc l'allemand est la langue, je suis née en Allemagne, donc est ma langue. Et pendant très très longtemps, je publie depuis plus que 20 ans, j'ai dit je suis auteur de langue allemande, je suis auteur qui écrit en allemand. Et ça fait 3-4 ans que je peux dire je suis auteur allemand. Donc, Gilles Lustiger, Les Insatiables, publié chez Actes Sud, roman traduit de l'allemand par Isabelle Libert. Hein, voilà, c'est à noter. Ceci, dans votre texte, dans l'un de vos textes précédents, nous sommes, c'était La Cosmopolite chez Stock, vous écrivez ceci. En Israël, on oublie volontiers que le pays n'a pas été fondé seulement par des sionistes et des idéologues, et on oublie avec autant d'application que la plupart des Israéliens sont les enfants et les petits-enfants de survivants. Les conséquences sociales et politiques de cet oubli sont fatales. Il fait de tout Israélien quelqu'un qui a honte de son père et de sa mère. Il fait de tout Israélien quelqu'un qui a continuellement à se prouver qu'il n'est pas une victime, tous les jours. Les Israéliens se prouvent qu'ils ne sont pas des victimes. De ce point de vue, les Israéliens ont des affinités avec les Allemands. Ce qui les lie, c'est l'oubli, la honte et le désir de se débarrasser d'un passé qui leur colle à la peau. On est bien là au cœur de la question de l'identité, d'autant que votre père, par ailleurs, est historien et qu'il est spécialiste de la Shoah. Voilà. Enfin, qu'il était spécialiste de la résistance juive pendant la Shoah. Ouais. Et aujourd'hui, donc, on n'est pas étonné, le psychiatre qui est à vos côtés ne sera pas étonné. On comprend que vous vouliez expliquer le monde, quoi. Dans Les Insatiables, il est question de journalisme d'investigation. Que vient faire le journalisme d'investigation dans cette espèce de portrait qu'on a essayé d'esquisser vous concernant? Pourquoi est-ce que vous avez besoin de creuser? On a compris pourquoi, mais il s'agit là de la société française. Il s'agit de la société française gangrénée par le libéralisme, voire le néolibéralisme, et d'immenses groupes qui jouent avec la santé des salariés, des ouvriers, des esclaves. Il faut vous parler un petit peu de la genèse de ce livre, parce qu'elle est atypique pour moi. La genèse de ce livre est que j'ai constaté il y a quelques années, ce qu'à peu près tout le monde a constaté autour de moi, qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire dans cette société française, qu'elle est, j'aime pas utiliser le mot malade, mais qu'elle a des problèmes. Notamment, il y avait des actes antisémites en 2014, 1000 actes antisémites déclarés. Il y avait de plus en plus de violences sociales. Il y avait une espèce d'homophobie qui montait, misogynie qui montait, une grogne qui montait. Et j'ai décidé donc, j'habite
à Paris, j'habite à Montparnasse. Mes amis sont tous intelligents. Et je me suis dit, je ne vais pas comprendre ce qui se passe là. Et je suis allée d'abord dans une préfecture de police. J'aurais pu aller à la sécurité sociale ou dans un hôpital, mais je voulais voir un petit peu ce qui se passe. Et de là, je suis allée dans les banlieues, dans des villes avec 30% de chômage, dans l'Est, le Nord, et des électeurs de Marine Le Pen et 3 lycées professionnels. Je suis allée dans les villes à 30-40 km des grandes villes. J'ai inclus Grenoble, Toulouse, pas seulement Paris et Lyon. Et puis j'ai vu une France que je n'ai jamais vue avant. Et je suis tombée sur ce scandale que je décris dans le livre. Et j'ai donc décidé de prendre ce réel que j'ai vu et l'utiliser. D'en faire un livre qui est une enquête, qui est... on est, si je fais un clin d'œil, on est dans Envoyé spécial, par exemple. Mais il y a vraiment ce besoin d'aller chercher la vérité, les vérités telles qu'elles s'écrivent. Mais cette France, vous en parlez de la manière suivante. Évidemment, le centre commercial avait tout englouti, les magasins, les cafés, les restaurants environnants. Il était donc aussi le lieu où tout se passait. Les mères y emmenaient leurs enfants jouer l'après-midi, les couples d'amoureux se promenaient main dans la main dans ces allées marchandes, les jeunes y traînaient sous le regard vigilant du personnel de sécurité, les retraités, le plus souvent des Maghrébins, tenaient palabre, assis chez Costa ou Starbucks, comme autrefois sur la place du marché de leur village. Quand on allait au cinéma, chez le coiffeur, dans une agence de voyage ou au restaurant, on allait forcément au centre commercial. Un peu plus loin, Évry n'était pour lui ni plus ni moins que l'agonie du réel. Et là, on a cette formule, ce bonheur d'expression, l'agonie du réel. Qu'est-ce que c'est pour vous ou pour le journaliste Marc Rapaport que vous mettez en scène dans ce livre? Qu'est-ce que c'est que cette agonie du réel? C'est une ville, je ne sais pas si vous êtes allé, où quand vous sortez de votre RER, vous tombez dans le centre commercial. Et le centre commercial n'est pas à la périphérie de la ville, il est au centre. Vous avez l'église et le temple de consommation au centre. Et vous avez plus là-bas un petit café, une petite boulangerie, tout ça est donc englouti par ce centre commercial. Et ce qui est... c'est emblématique de votre point de vue, c'est la représentation du libéralisme, c'est-à-dire que le centre, c'est le commerce. C'est l'argent. C'est encore beaucoup plus perfide, parce que c'est une ville qui va bien, plus ou moins bien, et c'est une ville où vous avez accès à la consommation. Y compris des produits culturels. Oui, absolument. Donc, c'est ça aussi qui se passe en France. Et pour une Allemande, c'est très étonnant parce que vous avez... je rigolais avec un ami qui a une maison de campagne. J'ai dit, mais tu vas à la campagne pour être dans la nature, mais tu vas passer ton samedi à l'éclair pour faire le plein, pour acheter à manger. Puis après, les petits marchands, là, le petit marché, tout ça, c'est en train de disparaître. Mais je ne veux pas faire là, avoir un discours réactionnaire, parce que je veux... Mais ça, c'est vraiment une réalité en France. Ça c'est la France que vous décrivez aujourd'hui, la France contemporaine. Les insatiables, c'est autre chose. Les insatiables, ce sont les grands prédateurs néolibéraux, les groupes industriels. Je vous propose un extrait d'un reportage d'un magazine qui s'appelait Argent Public en décembre 1999. Et ensuite, on va parler du scandale que vous évoquez. Regardez. C'est un scandale bien pire que celui du sang contaminé. Parce que finalement, quand on regarde le scandale du sang contaminé, on a mis quelques mois à réagir. Là, on sait depuis 50 ans,
Au moins, oui, les premières publications datent de la fin du 19e siècle sur la toxicité de l'amiante et on a mis 50 ans pour réagir. Donc c'est un scandale qui met en jeu plus que des négligences, une démission de la puissance publique, oui c'est bien pire. Il est établi un comité amiante en début des années 80, vers 82, mais il est complètement phagocyté en fait par les entreprises. C'est ça qui est incroyable. Alors qu'il y a des syndicalistes, etc. Ils donnent des fausses informations à ce comité amiante. En plus, en faisant jouer toujours le chantage à l'emploi. Et finalement, il y a une démission aussi bien de la Direction générale de la santé, enfin des politiques. Les syndicalistes ne sont pas informés. Et tout ça, il faut des années. C'est intéressant d'entendre Roselyne Bachelot, on est en 88, elle est députée RPR, 99, pardon, elle est députée RPR, elle n'est pas encore ministre de la Santé. Et ce scandale de l'amiante, à ce jour, c'est 35 000 décès et c'est entre 65 000 et 100 000 décès annoncés d'ici les années 2030. Ce que vous évoquez dans votre livre, c'est aussi cette chose-là, c'est-à-dire un scandale en termes de santé publique, une corruption du monde politique, une impuissance également. Une impuissance, oui. qui va avec ça. Et tout ceci part de l'assassinat d'une jeune femme dont l'assassin présumé est arrêté 30 ans plus tard grâce à l'ADN. Ceci, c'est pour la structure de la narration. Qu'est-ce que c'est que dit ce scandale que vous dénoncez ? Qui est réel. C'est un scandale réel. Donc même chose, on laisse mourir les gens d'un cancer alors qu'on sait très bien que le chlorure de vinyle est une substance qui... On utilise une molécule pour fabriquer le vitamine A synthétique et on sait très vite que par la structure de cette molécule qu'elle est cancérigène et mutagène. Mais on va l'utiliser, le médecin de travail que je rencontrais, qui existe, et à qui j'ai dédicacé ce livre en Allemagne, alerte très vite toutes les instances. Sauf que cette molécule est introduite dans les années 80, tout au début des années 80, et la chimie devient, Mitterrand nationalise, donc l'industrie chimique est une des industries porteurs, et l'employé de cette usine, c'est donc l'État. Et il va écrire à tous les ministères qui sont finalement ses employés et il ne va rien obtenir. Et c'est lui, avec les ouvriers, qui vont faire la première analyse de cette molécule, une analyse in vitro, qui va donc montrer que cette molécule est cancérigène et mutagène. Elle est encore utilisée aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut comprendre, ce qui est absolument flagrant dans cette histoire, c'est que on va savoir que 10% des ouvriers vont avoir un cancer. On va savoir que si on fait comment on appelle ça, échographie, on peut sauver 75%. Et qu'on est prêt à sacrifier donc 75% des 10%. Aujourd'hui, après, cette société est devenue allemande, puis anglaise. Aujourd'hui, elle appartient aux Chinois. Comment s'appelle-t-elle Mais on le mettra, on l'indiquera sur... vous inquiétez non, pas. Mais ouais. Laissez découvrir tout le monde. Je ne veux pas le dire. C'est pas... Facile. Alors attendez, vous irez directement à la page 346. La molécule s'appelle chloracétal C5. On googleise, ça veut dire qu'on préfère finalement de se dire qu'on va sacrifier 10%, 75, non, 10% de 60, vous avez compris, plutôt que laisser une usine se faire délocaliser et mettre toute une région au chômage. Et c'est ça les réalités aujourd'hui. Les réalités aujourd'hui que vous avez le politique
ont finalement, contre les grandes multinationales, aucun moyen de pression. Ou comme les grosses usines, par exemple le scandale des boues rouges en Méditerranée, et on voit que là, au sein du gouvernement, il y a déjà un affrontement entre la ministre de l'Environnement ou de l'écologie et le Premier ministre qui, bon, cela dit en passant, c'est un clin d'œil, était par ailleurs maire d'Evry très longtemps. Sur l'impuissance du politique, et exactement ce que vous venez de dire, vous écrivez par rapport à Charles Pelletier, qui est l'élu local, vous dites ceci: Charles Pelletier n'avait rien pu entreprendre contre le groupe chinois aujourd'hui, dont je vous laisse retrouver le nom. Il s'était retrouvé avec 600 électeurs au chômage, leurs femmes et leurs enfants, leurs soucis d'argent, leur désespoir, leurs factures impayées, leur hypothèque et bien sûr leur colère dont il était devenu la cible parce qu'il n'y avait plus personne d'autre à qui s'en prendre. Les autres avaient quitté le navire alors que lui était toujours là. Il avait assisté à l'effondrement des structures sociales de sa ville et vu comment ensuite on s'arrangeait, entre guillemets. Désormais, aucun représentant du peuple ne voudrait plus tenir tête à un grand groupe. Son exemple avait été plus que dissuasif. Vous êtes très en colère? Oui, j'espère que ça ne se voit pas trop dans le livre. Non, Non. c'est un roman très bien tenu. Si vous voulez, il y a un sociologue britannique que j'aime beaucoup qui s'appelle Zygmunt Bauman. Et lui, il dit quelque chose de très pertinent sur nos sociétés aujourd'hui. Il dit que c'est la première fois dans l'histoire humaine que ceux qui commettent un crime ne subissent pas les conséquences. Ça veut dire aujourd'hui, vous êtes dans cette situation que quand une grande multinationale délocalise, par exemple, et va ailleurs, elle ne va pas subir les conséquences de son acte. C'est la localité, la région, les ouvriers, parce que ça va déstructurer tout, mais pas les actionnaires de la grande multinationale. Donc vous êtes dans une situation où les causes et effets ne sont plus les mêmes. Et donc vous pouvez plonger toute une région dans le chômage, mais ça n'a aucun effet sur vous, aucun effet direct. Et ça, c'est un déséquilibre de nos sociétés modernes et néolibérales, absolument. Alors Marc Rapaport, il est nourri Nietzsche, Épithète et puis Hobbes aussi, et Hobbes qui lui avait enseigné que les deux armes principales des hommes en guerre étaient la force et la fraude. Il n'avait qu'à choisir l'un de ces salopards. Voilà, c'est ce que vous dites. Je voudrais vous faire écouter un écrivain américain qu'on a rencontré il y a peu de temps. C'est Bob Chakochis, qui écrit un livre début de cette année chez Gallmeister qui s'appelle La femme qui avait perdu son âme. Écoutez ce qu'il dit de sa résistance ou de son combat. Right now, I think America is a place that's lost its soul. Why did it lose its soul? Well, there are plenty of reasons. Capitalism without a conscience is certainly a reason. I don't know, we just, as you well know, invaded Afghanistan, invaded Iraq. You and me got rid of Gaddafi in Libya, and now here we are. And many people, including me, are thinking, are we morally bankrupt or what? Because we can now look back at Saddam Hussein and Muammar Gaddafi and say, you know what? It was better with these dictators. They were bad people, but the hundreds of thousands of people would still be alive who never deserved to die. There wouldn't be absolute chaos. And it just would be better. It's not perfect, but it would be better. And so if that is the result of our democratic, moral behavior and our our so-called exceptionalism and our ability, our good intentions to make the world a better place, if that's the result, we're morally bankrupt. Alors, lui dénonce évidemment, enfin ce que vous dénoncez, il me semblait qu'il y avait un parallèle, en tout cas dans la dénonciation de la banqueroute morale des États-Unis et donc du monde, puisque à un moment il explique que les États-Unis ont comment dirais-je, une influence sur la vie de chacun
d'entre nous. Face à cette situation de banqueroute morale, 1000 milliards d'évasion fiscale en Europe, par exemple, quelle est pour vous la solution? Alors écrire, j'ai bien compris. Mais au-delà de ça. Vous voyez, j'ai lu il y a quelques mois un petit texte de Walter Benjamin sur la tragédie grecque. Il parle dans la tragédie grecque des héros tragiques. Il dit dans la tragédie grecque, il y a un fautif, l'héros tragique. Il prend la faute, il est responsable de la faute. Et ça, Benjamin dit, on vit aujourd'hui dans une époque où il n'y a que de concours de circonstances. Il n'y a plus de héros tragique qui est fautif. Et là, dans la réalité que je décris, c'est exactement ça. Ça veut dire, cette molécule qui est cancérigène, qui est encore utilisée aujourd'hui, elle sert à fabriquer la vitamine A synthétique, qui est administrée à des bétails d'élevage massif, donc au poulailler surtout. Allez expliquer à quelqu'un qui va au supermarché qu'il ne faut pas acheter de la viande d'élevage massif. S'il a envie d'acheter de la viande, allez lui expliquer qu'il faut payer 10 euros, 20 euros de plus pour avoir un steak de bonne qualité. Ça veut dire il y a tout un enchaînement dans notre société. Ce n'est pas cette multinationale qui est fautif, ce n'est pas les Chinois qui sont fautifs, qui fabriquent. Ça veut dire que vous êtes responsable, vous? Absolument, tout le monde. Ouais. On est tous responsables. J'ai un fils qui a fait l'économie et le développement, j'ai appris de regarder dans mes t-shirts. Je sais maintenant ce que ça veut dire quand c'est made in Bangladesh. Vous voyez? Donc, j'étais dans des villes. J'étais par exemple à Dreux. Oui? Dreux, c'est une petite ville sympathique, avec le premier maire de Front National. Je parlais avec le dernier réparateur de vélos. J'ai parlé avec les 3 derniers cordonniers de la ville, parce que pour réparer vos chaussures, il faut avoir des chaussures qui valent la peine d'être réparées. Sauf que c'est une ville qui vit la plupart des gens de alloc chômage, et vous allez là-bas dans un supermarché. Ça veut dire, je ne veux pas dire que ce cordonnier va voter pour Front National, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est tout un enchaînement, et il faut voir tout l'enchaînement et tout qui n'est pas française, mais qui est vraiment européenne aujourd'hui. Marc est votre héros? Il en existe encore des Marc Rapoport, journalistes d'investigation, qui, au départ, son rédacteur, enfin le patron de son journal plus exactement, lui donne 17 lignes pour parler de ce meurtre oublié, et ça débouche sur un roman de 500 pages. Donc c'est de la bonne investigation. Mais est-ce que c'est le héros tel qu'on peut le définir? Oui. Ce qui est frappant chez lui est qu'il fait 17 lignes sur l'assassin, et puis il se dit, pour une raison ou une autre, que l'assassin n'a pas le profil type d'un assassin. Il va commencer à fouiller, et il va, si vous voulez, dévoiler la vie de la victime. Et finalement, c'est en ombre chinois un livre sur la victime. Et sur la victime, qui est donc une jeune fille de 18 ans, qui monte à Paris de sa province pour apprendre, pour être étudiante en histoire. Elle vient d'une petite ville industrielle avec 3 lycées professionnels que j'ai vus. Et dans ces villes-là, si on veut être journaliste, historienne, philosophe, on ne vous apprend pas ça. Donc sa première révolte est de dire, je veux faire un métier, pas comme mes parents ou les autres, je veux monter à Paris, apprendre l'histoire. Et il va fouiller, il va découvrir donc la vie de cette victime, et par cette vie de la victime, il va découvrir aussi une certaine France. Et c'est ça qui est attachant chez lui, c'est que finalement, il s'intéresse à ceux qui n'ont pas d'histoire, dont on ne raconte jamais l'histoire. Est-ce que vous avez un objet avec vous?
J'oubliais. Ça aurait été quoi ça Posez la question, je vais réfléchir pour vous dire quelque chose d'honnête. Est-ce que vous avez un objet avec vous, Emmanuel? Oui, je l'ai, mais je l'ai laissé en régie. Ah ben, on va vous l'apporter pendant qu'on continue, continue à discuter. Il est dans votre sac? Ouais. Oui, d'accord. Mais alors dites-nous ce que c'était. Oh, bah, vous verrez, non. C'est en lien avec le roman. C'est en lien avec le roman. Alors, la question, pendant que Gilda continue de réfléchir, qu'avez-vous entendu, vous qui êtes quelqu'un de l'écoute aussi, puisque vous êtes psychiatre, qu'avez-vous entendu, et pas d'un point de vue professionnel, mais que vous êtes attentif à l'écoute, j'imagine, qu'avez-vous entendu de ce qu'a dit votre voisine? Un écho à ce que moi j'ai appelé le monde labyrinthique, mais qui revient sous forme du monde chaotique. Alors c'est une autre image, c'est une autre métaphore, mais je pense qu'elles indiquent quelque chose qui est un peu voisin. C'est que nous sommes dans un monde auquel il est de plus en plus difficile de comprendre quoi que ce soit. Le romancier américain également désigne cette espèce d'incapacité à porter un jugement de valeur morale sur les dictateurs qu'on a éliminés, mais pour que d'autres systèmes politiques extrêmement délétères se mettent en place, ce qui fait qu'on est amené, effectivement, on peut se dire, la réelle politique telle qu'elle a existé dans les années 80, 90, peut-être 2000, avait du bon, alors qu'en fait c'était tout à fait odieux. Enfin, à l'époque où on voyait les Occidentaux défendre Kadhafi, défendre Saddam Hussein, etc., c'était insupportable. Donc on est dans un monde totalement labyrinthique où j'ai l'impression qu'effectivement on est de plus en plus clivé en soi-même entre des positions qui ne sont pas tenables. C'est-à-dire qu'on est des acteurs économiques, par exemple, puisque c'est quelque chose qui est important dans votre roman, qui probablement, appuyant sur le frein et sur l'accélérateur en même temps, en tant que consommateur, on va rechercher des denrées moins chères, mais à ce moment-là, on se fait complice d'un système auquel on n'adhère pas en tant que citoyen, et qu'on dénonce et qu'on combat éventuellement en tant que citoyen. On est en permanence comme ça dans des clivages qui sont, à mon avis, de plus en plus difficiles à vivre, de plus en plus écartelants. C'est ça que j'entends. Nous sommes désintégrés. Un peu, babélisés. Le pays des hommes désintégrés, le non-Burkina Faso, quoi. Schématiquement. Quel était votre objet? Bon. Je ne suis pas fétichiste. Et j'ai donc... Ben, on peut avoir... Non, mais on peut aimer les carambars. Non, mais j'ai écrit nous sommes, c'est sur les objets. Et par exemple, je consacre un chapitre sur un presse-papier que ma grand-mère a amené de Pologne en Palestine, et c'est le seul objet qui lui reste de sa famille. Et j'ai finalement, et j'ai envié toutes mes amies allemands, je grandis avec des objets qui n'avaient aucune charge émotionnelle. Très bien. Je note aussi qu'il y a un objet dans cette espèce de curiosité et de silence dont vous parlez, mais je trouve que ça a à voir pour le coup avec le livre d'Emmanuel Venet, Marcher droit, tourner en rond. C'est cette espèce de, comment dirais-je, de timidité à dire dans votre famille, et un objet pour votre père qui est le journal. Oui. Et le journal, d'une certaine manière, qui fait son agonie du réel. Oui. Parce que quand il est à Rome, au lieu d'aller regarder les plafonds de la chapelle, il est dans son journal et il est plutôt à Berlin. Et ça, c'est un objet singulier, le journal, quand même. Mon père lisait 9 langues. Et il était vraiment omnivore en journal. Et la ville qu'il aimait le plus, je le décris dans Nous sommes, au monde, c'était Paris, parce qu'on pouvait acheter tous les journaux de toutes les langues. Le kiosque. Et vous, vous me permettrez cette facilité, on peut dire que vous avez de qui tenir, donc vous savez d'où vous venez, même si la question de l'identité a débuté notre conversation. Je vous propose d'écouter Kazé. Elle est rappeuse, elle est d'origine martiniquaise, et elle n'a pas non plus sa langue dans la poche, comme le veut l'expression. Elle dit ceci: on l'oublie, mais le rap est d'abord une musique de révolte. On l'entend dans l'un de ses titres, Apprends à te taire.
Non, c'est impossible d'être aussi pitoyable. Ça me paraît impensable d'être autant inaudible. J'ai passé au crible tous tes textes sur ma table. Et qu'on le veuille ou non, c'est incompréhensible. Ta grammaire est instable, improbable et horrible. Ta diction dépasse le stade de l'inadmissible. Arrête les messages, illisibles au portable. Reprends ton cartable, ton peur est pénible. Le plus insupportable, c'est que tu joues l'invincible. Le braqueur introuvable, le voleur invisible. Le rappeur terrible, imbattable, incorruptible, t'es peu crédible et minable, c'est Ne sois pas susceptible, mais tu n'es pas formidable. Ta plume est faible, ta carrière est vulnérable. Tu sais, bosser souvent est une chose honorable. Alors attaque tout doucement, commence par le Scrabble. J'en ai marre et tu me tapes sur les nerfs. Alors apprends à écrire s'il te plaît ou apprends à te taire. Quoi ? Chez toi, y a pas le dictionnaire, allez, apprends à écrire s'il te plaît ou apprends à te taire. Un auditeur déçu peut vite faire un tortionnaire. Alors apprends à écrire s'il te plaît ou apprends à te taire. Tu mériterais vraiment qu'on te sectionne une artère. Apprends à écrire s'il te plaît ou apprends à te taire, oui. J'avoue qu'à l'écoute de ton titre, j'ai chopé la courante, pété une durite, t'as beau dire que c'est un hit, mais là faut que tu arrêtes. J'étouffe, j'ai l'impression d'avoir bouffé une arête. Les minettes du R&B avec leurs amourettes, je l'aime, il m'aime et il m'a compté fleurette dans les pâquerettes. Autant m'ouvrir les veines, me faire sauter la tête, me cramer la plante des pieds avec des cigarettes. T'as sûrement du mérite, ou j'ignore ce que je rate, mais tu mérites. Et puis cette daube a été écrite à la hâte. Ce fond de teint va à ta robe favorite, mais en revanche n'espère vraiment plus rien de cette voix ingrate. Ceux qui disent le contraire ne sont que des hypocrites, tu n'es pas prête. Retourne à des activités concrètes, je ne sais pas. Avocate, acrobate, majorette, je veux juste que tu dégages de mes pattes pour être honnête. J'en ai marre et tu me tapes sur les nerfs, alors apprends à écrire s'il te plaît ou apprends à te taire, quoi. Chez toi, y a pas le dictionnaire, allez, apprends à écrire s'il te plaît ou apprends à te taire. Un auditeur déçu peut vite faire un tortionnaire, alors apprends à écrire s'il te plaît ou apprends à te taire. Tu mériterais vraiment qu'on te sectionne une artère. Apprends à écrire s'il te plaît ou apprends à te taire. Brun, ténébreux, mal rasé, malheureux, méprisé d'après eux, proche des miséreux, pense à la guerre, à l'effet de serre entre midi et deux, pleure chez Michel Drucker d'un air con et mielleux, adore toujours tout le monde face à la caméra, derrière insulte tous les nouveaux artistes de scélérat. Mesdames et messieurs, veuillez célébrer la chanson française vieille et décérébrée, décroulant, encombrant, camé, encombré d'un public de mémés qui fait canevas et macramé. Has-been à la peine que l'échec a puni, mais qui tentent tout de même leur chance aux États-Unis. Cessez les retours ratés, les textes formatés, arrêtez la variété, la fameuse chanson de l'été, et puis laissez tranquille tous les fantômes du passé. Claude François, Jodassin, putain, y en a assez. J'en ai marre et tu me tapes sur les nerfs, alors apprends à écrire s'il te plaît ou apprends à te taire, quoi. Chez toi, y a pas le dictionnaire, allez, apprends à écrire s'il te plaît ou apprends à te taire. Un auditeur déçu peut vite faire un tortionnaire, alors apprends à écrire s'il te plaît ou apprends à te taire. Tu mériterais vraiment qu'on te sectionne une artère. Apprends à écrire s'il te plaît ou apprends à te taire. Paradoxalement, de toute la famille, c'est moi le plus clairvoyant sur cette question. Certes, je vis un essolement radical, ne me connais ni compagne, ni ami, ni camarade, ni collègue, ni relation, et ne peux même plus partager vraiment mes passions depuis la mort de mon grand-père André et le départ d'Imre. Mais au moins, j'en suis conscient, je ne revendique aucune habileté relationnelle et ne cherche pas à me leurrer sur le caractère imaginaire de ma relation avec Sophie Sylvestre Lachenal, qui me protège du désespoir absolu. On est là chez l'éditeur Verdier, que l'on salue au passage, dans le roman, dans le monologue qu'écrit Emmanuel Venet, Marcher droit, tourner en rond. Et comme chez vous, il y avait l'agonie du réel, chez vous, il y a cette puissance des mots. Je vis un essolement, certes, je vis un essolement radical. Qu'est-ce que c'est que cet essolement radical du narrateur ? Alors, ce narrateur, il a le syndrome d'Asperger, qui est une forme d'autisme, qui amène une singularité de pensée, de ressenti, une manière de philosopher finalement très singulière, c'est-à-dire qu'il est en noir et blanc ou en tout ou rien, et il a tendance à trancher beaucoup dans ses raisonnements. Alors le dispositif romanesque, c'est qu'il assiste aux funérailles de sa grand-mère, laquelle est morte une semaine avant son 100e anniversaire. Et Sacrée Marguerite.
le là est donné tout de suite, c'est-à-dire qu'il s'insurge contre le fait que la célébrante dit qu'elle était centenaire. Or, elle n'avait que 99 ans et 51 semaines. Et il trouve que ça ne va pas, enfin, qu'on raconte des mensonges. Alors évidemment, ça s'accentue lorsqu'on évoque la défunte comme une femme de gauche, une femme de cœur, une femme généreuse, une croyante, alors qu'en fait elle avait été baptisée mais elle ne mettait pas les pieds dans une église. Elle votait à gauche, elle votait François Mitterrand, mais elle avait des idées plutôt réactionnaires, voire flirtant parfois avec la xénophobie. Et tout ça alimente une rumination coléreuse qui va crescendo et contre l'hypocrisie sociale et contre les usages sociaux. Et donc ce garçon souffre d'associognosisme, ou il est asociognosique, hein. Ça veut dire qu'il est incapable de relation, comme vous venez de le dire. Au-delà de la qualité littéraire, qui est assez étonnante, et on va y revenir dans une seconde, sur la manière dont on accroche. Alors, ce que vous faites vous aussi, Gilles Lustiger, mais vous aussi, c'est-à-dire que vous rendez le lecteur complètement addict à ce que vous écrivez, ou à la narration que fait cet homme qui a 45 ans. Hein. Mais une question pour évacuer cette dimension-là, je pense qu'elle est présente, mais vous êtes psychiatre, vous êtes en activité à Lyon. En quoi est-ce que votre statut professionnel de psychiatre vous aide à écrire un livre comme celui-là? Là, clairement, c'est le fait que j'ai eu l'occasion d'exercer mon métier auprès de gens autistes dans un centre de diagnostic, de gens adultes, hein, parce que habituellement c'est plutôt pour les enfants. Mais donc j'ai rencontré là des gens qui ont un profil tout à fait étonnant et qu'on ne rencontre pas tellement en psychiatrie courante. Et j'ai été tout à fait ébahi, étonné, admiratif de ces singularités, de ces atypies sensorielles, cognitives et autres. Et c'est venu un petit peu naturellement, enfin, l'envie de me glisser dans la peau de l'un. Alors évidemment, il y a des limites à ce genre-là, mais j'ai essayé de faire comme si j'étais Asperger, de regarder le monde avec ces lunettes-là, et ça m'a d'abord amusé, à vrai dire. Ça m'a d'abord amusé, parce que ça permet de dire de manière très accentuée, justement, des choses qui, d'habitude, sont dites de manière plus nuancée, c'est-à-dire des colères féroces contre le monde tel qu'il va, et puis également un propos qui est extrêmement naïf et extrêmement idéaliste sur les choses qui devraient aller, parce qu'on ne peut même pas dire qu'elles vont, mais enfin, en tout cas, il a des passions, et quand il en parle avec une espèce d'amour sans réserve, ou de ferveur sans réserve, très belle. Quand on sort de votre livre, on se dit il vaut mieux être fou que con. Parce que au-delà dans ce monologue, il y a un formidable portrait de famille. Là, je dis formidable, si les mots ont un sens, il y a un formidable portrait de famille entre la grand-mère Marguerite, la tante Solange, etc. C'est famille, je vouais de manière subtile. Et sur l'addiction, justement, donc on est dans un monologue et tout s'enchaîne. Donc on est dans le coq à l'âne et de l'âne au coq en permanence, presque. Par ailleurs, j'admets volontiers qu'on n'insiste pas sur le fait que prénommer un enfant Jean-Philippe en 1941, c'est gravé dans le livret de famille une sympathie pétiniste à peine voilée, laquelle en l'occurrence prête un relief singulier au culte que ma grand-mère Marguerite vouait à François Mitterrand, haut fonctionnaire de Vichy, pour qui elle a voté chaque fois qu'elle l'a pu en décrétant qu'il aimait le peuple. D'après mon grand-père André, François Mitterrand aimait surtout se faire élire par le peuple, à qui il a trouvé astucieux de servir des certificats de bonne santé dès qu'il s'est su condamné par un cancer inguérissable, et une politique de rigueur dès que le grand capital a sifflé la fin du quart d'heure social. Là, on revient chez Gilles Lustiger. Mais pour ma part, je ne m'intéresse pas assez à la politique pour avoir un avis personnel sur ces anecdotes. Je sais juste que ma grand-mère Marguerite, tout en votant les yeux fermés pour son cher François Mitterrand, et se croyant elle-même socialiste, préférait l'argent aux êtres humains, voulait rendre la France aux Français, considérait les handicapés comme des parasites et les homosexuels comme des malades mentaux, et regrettait amèrement la peine de mort, au moins pour les assassins, les meurtriers, les violeurs, les braqueurs et les incendiaires. Et il y a dans
dans la manière dont j'exagère la lecture, il y a cette évidence-là. C'est-à-dire que c'est pas toujours quand on lit un livre. Il y a la diction, mais la diction se fait avec des mots qui n'ont pas forcément de sens. Mais je vais revenir sur cette dimension-là après. Comment est-ce que vous tenez de manière aussi tendue votre écriture? Alors ça, je ne saurais pas vous dire. Je peux simplement vous dire que cette histoire-là, comment dire, cette famille formidable, que vous dites formidable, qui est en fait une famille aussi très banale. Remarquable, alors, je vais dire. Non, mais oui. J'aime bien le mot. Elle devient formidable vue avec, au filtre, disons, de cette pensée-là. Mais elle est extrêmement ordinaire, hein, d'abord et avant tout. Ces personnages-là étaient, disons, assez construits dans mon esprit. Et du coup, le fil se fait tout seul. Enfin, on passe de l'un à l'autre, d'une situation à l'autre, de situation négative à situation positive d'ailleurs, de manière assez naturelle, assez fluide. Et j'ai pas eu de travail de construction particulièrement important à faire. Et de correction. Est-ce que cette rumination, ouais, le mot, c'est la façon dont vos passions, ça veut dire, c'est typique à l'autiste? Non. Pas du tout. Non. Et puis là, je pense qu'on peut dire que c'est un peu une construction romanesque, c'est-à-dire qu'on est dans l'espace des funérailles, un temps d'1 heure, c'est à peu près compatible avec le temps de lecture, et donc c'est la réflexion, on peut dire. Enfin, j'aime bien le mot rumination parce qu'effectivement, il y a un caractère un peu morbide, un peu ressassant et insistant, mais on pourrait dire sa rêverie pendant les funérailles de sa grand-mère, et c'est aussi ça qui donne la cohérence au livre. J'allais dire votre passion, votre héros, on va dire ça comme ça. Votre héros a un certain nombre de caractères, un certain nombre d'obsessions. Ceci, par exemple. Qui est responsable? Pourquoi et comment sont-ils morts? Une question, des questions auxquelles il est difficile de répondre et qui n'ont pas fini de créer des controverses. Quoi qu'il en soit, pour les Espagnols, c'est le pilote. Le rapport technique espagnol envisage que le pilote a pu commettre une telle erreur en raison de sa tension nerveuse croissante, des difficultés météorologiques et de la transmission radio manquant de clarté. Et il souligne, le copilote néerlandais était un débutant et en plus, l'aéroport de Tenerife était encombré de façon inhabituelle. Quoi qu'il en soit, les responsabilités de cette catastrophe terrible, 248 morts dans le jumbo de la KLM et 326 dans celui de la Paname, ne sont pas encore établies de façon précise. Il faudra en effet attendre les conclusions des rapports américains et hollandais. Une indication tout de même, le 29 mars 1977, le chef des services de presse de la KLM, M. Cole Westerling, avait déclaré « Le Boeing hollandais n'avait pas reçu l'autorisation de décoller lorsqu'il a démarré. Pourtant, M. Van Zoten, le pilote de la KLM, était considéré comme l'un des meilleurs de l'aviation civile de son pays. » Ça, c'est une des premières caractéristiques, une des premières passions du narrateur. Il s'est spécialisé dans les accidents, dans les catastrophes aériennes. Il m'a été impossible de faire partager ma passion pour les catastrophes aériennes à ma proche famille, qui, à l'exception de mon grand-père André et du compagnon de ma cousine Christelle, a toujours rechigné à s'y intéresser. Ma tante Lorraine m'a accusé de chercher à la rendre phobique du charter. Mon père doute de l'intérêt du livre que je prépare et dans lequel je recense tous les crashs d'avions de ligne. Et ma grand-mère Marguerite, encore elle, a toujours mélangé les questions techniques avec des considérations qui n'ont rien à voir, comme la passion d'Édith Piaf pour Marcel Cerdan. Donc, il y a aussi, dans la poésie du texte, dans la tension du texte, il y a aussi quand même beaucoup d'humour. Au-delà de la dimension catastrophe, puisqu'il y a après une autre passion. Mais qu'est-ce qui vous a fait choisir ces deux obsessions-là, c'est-à-dire la catastrophe aérienne et l'autre passion dont je parlerai tout à l'heure? La catastrophe aérienne, c'est lié à ce que j'ai pu entendre dans ma pratique. Et j'ai vu beaucoup de personnes autistes qui se passionnaient
qu'on appelle les intérêts restreints, vous savez, et développent un savoir encyclopédique, souvent sur des sujets terribles. Alors ça peut être les tremblements de terre, ça peut être les raz-de-marée, ça peut être tous les phénomènes comme ça qui entraînent beaucoup de mortalité. Et je me suis dit que les catastrophes aériennes avaient en plus l'intérêt de faire appel à la question de la mécanique et d'une certaine logique qui va bien dans ce profil-là. Deuxième passion, c'est ceci. Le Scrabble francophone n'a jamais tant fait parler de lui. La raison, on la doit à Nigel Richards. Champion du monde en Belgique lundi, ce Néo-Zélandais ne parle pas un mot de la langue de Molière, de quoi impressionner ses concurrents. J'avoue qu'en 30 ans de compétition, j'ai rarement vu quelqu'un à ce point performant en l'espace de 3 mois qui ne parle pas notre langue en plus. C'est tout à fait impressionnant et ça l'est d'autant plus que une quinzaine d'années en arrière, j'ai participé au championnat en langue anglaise en Australie et très honnêtement, je suis incapable de la performance dans le sens inverse. Sa victoire en finale que l'on voit ici est le résultat d'un travail intensif. En 9 semaines, Nigel Richards a appris par cœur le dictionnaire du Scrabble. Mais les mots qu'il place sur la grille ne sont pour lui qu'une simple combinaison de lettres. Il en ignore le sens. Depuis 2 jours, le nouveau champion du monde voit sa popularité grimper et les sollicitations affluent. Sur Facebook, voici la lettre d'invitation de la fédération islandaise qui le convie à son propre championnat. Un nouveau challenge pour celui qui est déjà triple champion du monde de Scrabble anglophone. Alors, les catastrophes aériennes, dans les intérêts restreints dont vous parliez tout à l'heure, les catastrophes aériennes, le Scrabble, on apprend que asphyxie et oxygène permettent de faire la même comptabilité, le même gain. Et surtout, il y a cette chose que vous dites et qui a aussi à voir avec la folie, la différence. C'est qu'au Scrabble, le mot perd sa signifiance. Donc il s'agit simplement d'ajustements de lettres qui permettent du gain. Votre archive, elle est génialement trouvée. Vraiment bravo. Parce qu'on voit ce processus de manière lumineuse. Le Scrabble est un jeu qui a bercé mon enfance, que j'aime bien, pour lequel je suis incapable de développer comme ça une connaissance encyclopédique des mots qui comptent des W ou des K et qui permettent de faire beaucoup de points, que je joue de manière intuitive, enfin si vous voulez, comme la plupart des gens. Mais je trouvais que c'était une belle manière, oui, de mettre en image un rapport au langage extrêmement différent. Et d'ailleurs, c'est un peu une incise et c'est un peu votre archive qui me fait cette association d'idées, mais je me suis demandé à la lecture du dernier livre de Wolfson s'il n'était pas... Wolfson, c'est cet Américain qui a écrit sur sa folie, voilà, qui a écrit de l'intérieur sa folie. Et qui se dit schizophrène. Son premier livre qui avait fait grand bruit en France, c'était Schizo et les langues. Dans son deuxième livre, il donne l'impression quand même qu'il y a beaucoup d'éléments qui appartiennent au spectre de l'autisme. Et alors, évidemment, il a un rapport au langage qui est lui aussi un rapport extrêmement puissamment attaché à enlever les significations et à libérer le langage. Oui, mais à l'inverse, il y a exactement l'inverse. C'est-à-dire que la question, parce qu'il essaie de prouver aussi à sa tante, alors c'est Solange, qui est grenouille de bénitier, ou cubénie, que Dieu n'existe pas. Et donc il parle là du tétragramme Dieu, qui a été inventé par... ils auront tâtonné jusqu'à trouver le tétragramme désignant une fiction à laquelle ils auront prêté des propriétés aussi inimaginables que son nom, infini, immortel, incréé, ubiquitaire, omnisciente, toute puissante. Alors ils auront constaté qu'ils venaient de créer en même temps qu'une pépite poétique, Dieu, 4 lettres, une inépuisable matrice conceptuelle. Et là pour le coup on repart complètement dans l'autre sens et ça se termine de la manière suivante. Je sens d'instinct que ce petit jeu les amusait au plus haut point et leur donnait envie de revenir palabrer le soir, une fois les chèvres traites et les outils rangés, pour explorer plus avant les fonctions heuristiques de leur tétragramme fondateur. Ouf. Il est méchant avec son lecteur. Il faut peut-être dire quand même que
dans ces questions, ce sont des vieux juifs espiègles que Ouais, j'imagine. il avoue. Que j'imagine palabrant après la journée de travail et un peu lassés des calembours ou des ragots ou des jeux d'osselets. Est-ce que, quand vous écrivez, est-ce que c'est quelque chose qui vous sort complètement de votre pratique professionnelle ? Est-ce que vous vous séparez ? On parlait tout à l'heure de dissociation. Hein, est-ce que vous êtes dissocié quand... Oui, plutôt, mais je dirais qu'avec le temps, il me semble que mes deux pratiques, on va dire, ont tendance à plus se lier l'une l'autre, me semble-t-il, hein, en tout cas plus harmonieusement, parce que ça a été longtemps très conflictuel en moi, le poète et le médecin, on va dire, se disputer un petit peu la suprématie ou le territoire. C'est très très beau aussi ce que vous décrivez de l'être au monde, de votre personne autiste Asperger, c'est-à-dire que, comme avec les schizophrènes, c'est-à-dire il est amoureux d'une femme et il est immédiat dans la manière de lui exprimer, comme si dans la rue un schizophrène va embrasser la femme qu'il fantasme, alors que l'être normalement névrosé fantasmera la femme, alors que lui va vraiment aller l'embrasser. Et c'est une des clés du roman que vous faites. Quel est comment venir en aide, enfin non, pas comment venir en aide, comment écouter, comment être attentif à des êtres à la différence? Là, c'est au psychiatre qu'il faut le demander, mais oui, c'est le romancier que vous avez invité. Oui, j'entends. Mais je vais poser une question au psychiatre dans un instant. Sur la question de l'amour, vous dites schizophrène, mais lui, vraiment, il est dans son autisme, il a une manière d'aimer cette femme qui est effectivement... Qui est beaucoup plus respectueuse que ce que vous indiquiez. Enfin, oui, mais ça l'emmène quand même... Alors effectivement, il a des comportements de harcèlement dont il ne mesure absolument pas l'effet pénible, l'effet même inquiétant que ça peut avoir sur cette amie de lycée, qu'il a complètement perdu de vue, qui a eu une petite carrière cinématographique, qu'il suit comme ça, enfin, qui est devenue une image, et il aime cette image, et il aime sa fidélité aussi. Il est très fier d'aimer depuis 30 ans la même femme et de n'en regarder, de n'en toucher aucune autre, alors qu'en fait, on voit bien que c'est un peu une manière de rationaliser son incapacité à aller vers autrui. Et son incapacité à se confronter à la vraie relation, c'est-à-dire à l'altérité. Il est avec une fiction, enfin, il vit un amour pour une fiction qu'il a créée. Je reviens à ma question, et là, pour le coup, je voudrais qu'on bascule. Ce sera peut-être la manière de terminer cette conversation. Vous avez une pratique à Lyon, une pratique dans le milieu psychiatrique. Aujourd'hui, tous les indicateurs sont au rouge dans la psychiatrie. Dans les années 60-70, Bonafé a conceptualisé ce qu'on appelait la sectorisation. Autrement dit, le fou est dans la ville. Aujourd'hui, pour des raisons extrêmement diverses, ça peut avoir prosaïquement avoir affaire avec l'argent, mais ça peut avoir aussi avoir affaire avec l'obsession américaine du DSM-5 de cataloguer toutes les maladies. Quelle est la place du fou dans des sociétés qui sont de plus en plus algorithmées, si on peut le dire comme ça, pour vous, praticiens, et surtout la psychiatrie française? Tous les rapports, toutes les enquêtes montrent qu'on a de plus en plus tendance à enfermer, à mettre à la camisole, alors qu'on a vécu des années où, au contraire, on était à l'écoute et on était dans la patience. Comment est-ce que vous le vivez, puisque vous êtes en exercice? C'est très douloureux. Ce réenfermement. Oui, c'est vraiment un processus de régression qui est très difficile à vivre, qu'on peut dater des années 2000 et peut-être plus précisément de 2008, qui correspond à ce qu'on appelait le virage sécuritaire. Alors bon, ça faisait suite à un certain nombre de faits divers. Je pense qu'il ne faut pas être schématique, c'est pas en 2008 que la psychiatrie a changé du tout au tout, mais disons qu'il y a là une date qui est probablement il y a une petite musique, bien symbolisée. Tant que ce soit une musique. Vient symboliser un processus.
Ce processus consiste à aller vers une psychiatrie publique de plus en plus sécuritaire, de plus en plus tentée par l'enfermement, par des pratiques extrêmement excluantes, au détriment de ceux qu'on appelait de manière très naïve, mais en même temps c'est assez doux, les petits manteaux au XIXe siècle. Les gens qui ont des manières de penser, des manières de se comporter qui sont un peu saugrenues, un peu atypiques, qui peuvent éventuellement se retrouver en danger, se retrouver eux-mêmes dangereux parce qu'ils sont habités par des convictions délirantes, mais qui en même temps ne défrayent pas forcément la chronique et méritent vraiment beaucoup d'attention, méritent une place dans la société la plus respectueuse possible. Alors actuellement, ces gens-là sont à l'abandon et les autres sont fortement camisolés. C'est un mouvement général, c'est une tendance. Je dirais que ça ne va pas dans le sens d'abord de l'intelligence, de la pensée clinique. Je pense que ça va aussi, c'est accentué par le fait que notre monde n'est pas un monde très propice au service public et qu'on voit aussi actuellement donc, un service public de plus en plus en difficulté, donc qui se contracte ou qui se réduit, qu'on concentre sur ce type d'activité sécuritaire, tandis que des gens qui vont présenter des troubles plus légers vont rentrer dans des systèmes privés qui sont des systèmes hautement lucratifs. Voilà, on retrouve là l'hydre néolibéral, y compris dans le domaine de la santé. La boucle est bouclée, le fou a fait le... Le fou a de plus en plus de mal à trouver sa place dans la société, oui. Ça c'est sûr. Juste un mot, je trouve scandaleux l'assimilation de la schizophrénie à la dangerosité qui a été faite il y a quelques années. Il peut arriver à tout schizophrène d'être dangereux, mais ça peut arriver aussi à nous, à un député, à des gens très insérés. Donc la dangerosité, c'est pas le propre de la schizophrénie. En revanche, il y a un processus que j'ai vraiment pu mesurer de manière très très constante, c'est que les fous sont beaucoup plus en danger que dangereux. Les grands malades mentaux ont beaucoup de mal à défendre leurs intérêts, à défendre leur intégrité. Et lorsqu'ils sont victimes justement d'agressions, de spoliations, de choses comme ça, ils deviennent des marginaux. C'est-à-dire qu'on avait la figure du marginal victime et du schizophrène dangereux, qui était une espèce de manichéisme absolument insupportable. Donc je crois que c'est important de redire que le fou, c'est pas une catégorie, enfin le fou, les schizophrènes, les grands malades mentaux, c'est pas une catégorie très homogène et ils méritent l'attention de tous. C'est à l'attention que le pouvoir politique leur porte qu'on mesure le degré de civilisation, disait, je crois, Bonafé ou les gens de sa mouvance. Il y a du travail, oui. Comme dirait le psychanalyste. Je note simplement, chez Verdier, vous aviez publié Ferdière, le médecin de Artaud. Donc là, pour le coup, c'était de l'écriture, mais ça vous rapprochait de votre métier. C'est vrai qu'Artaud a été... C'était pas le modèle de la folie et de l'écriture et de l'intelligence, et enfin une espèce de chose comme ça extrêmement, une personne comme ça extrêmement singulière. Et puis je note que vous, en exergue de ce livre, il y a la mémoire de Georges Lambrecht et de Gérard Bobillier qui a dirigé longtemps les éditions Verdier. Pourquoi est-ce que vous faites cette dédicace? Georges Lambrecht était le directeur de la collection Le Chemin chez Gallimard, qui a accueilli mon premier livre. Bobillier, après une longue éclipse, une longue période où je n'arrivais pas à écrire, Gérard Bobillier m'a invité, car moi je le connaissais par l'intermédiaire de Bernard Siméone, qui était un ami à moi, et le directeur de la collection italienne, enfin co-directeur de la collection italienne de Verdier. Et tous les deux, Lambrecht comme Bobillier, m'ont en somme ouvert la porte ou donné la légitimité pour continuer à écrire. Et je leur dois. Il y a une philosophie littéraire et éditoriale en plus derrière ça, comme chez Actes Sud. Gilles Lustiger, qu'avez-vous entendu de ce qu'a dit votre voisin? Pardon? Qu'avez-vous entendu de ce qu'a dit votre voisin? Je me suis demandé si j'ai pas un fond d'autisme en moi. J'étais très inquiète quand il a parlé. Donc, vous êtes spécialiste des catastrophes aériennes? Non,
Mais mon Des rapport légumes. à la langue, je me suis dit, Et aux tiens, légumes. tiens. Et aux légumes, le rapport aux légumes, non? Ce que vous m'avez confié, alors que le sujet passait tout à l'heure, que si objet il fallait ramener, ça aurait pu être un économe pour éplucher des légumes. Ouais, j'aime les légumes, j'aime cuisiner. Et je regrette énormément, contrairement à vous sans doute, je passais toute ma vie, j'ai jamais rien fait d'autre qu'écrire. Et j'ai énormément de respect pour les gens qui font autre chose. Et Là, il fait les deux. Hein. Ouais. Faut gagner sa vie. Hein. L'herbe est toujours plus verte dans la près de Quel la est votre objet, docteur? C'est un Scrabble. Pardon, écrivain, quel est... C'est un Scrabble de voyage. En 7 lettres, on peut faire asperge, et puis si on rajoute un R en bas... Aspergeur. Merci d'avoir été avec nous. Toutes les références, vous les retrouvez bien sûr sur le papier qui accompagne cette émission. Merci à vous. Merci pour Les Insatiables. Merci pour Marcher droit, tourner en rond, publié chez Actes Sud, publié chez Verdier. C'est la fin de ce numéro 538, retour d'été sur desmotsdeminuit.fr. La peine de mort n'a toujours pas été abolie aux États-Unis. Il y a toujours surpopulation dans les prisons françaises. Et il y a danger de ne plus considérer les personnes dans les hôpitaux psychiatriques, si je vous ai bien entendu, Emmanuel. Salut. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu.